Bonjour, docteur Ekana. Oui, bonjour. Alors, vous aviez, il y a 5 ans déjà, bien voulu répondre à nos questions. On avait un entretien qu'on avait fait ensemble aux éditions Très Daniel, Boulevard Saint-Germain, euh, Oui, qui c'est était vrai. disponible d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Un pas pour la santé. Et vous aviez bien voulu nous expliquer déjà à l'époque les avantages de la pratique assidue du Qigong vis-à-vis des affections longue durée et du cancer en particulier. Et j'ai appris de manière presque fortuite qu'il y avait un ouvrage en préparation, voire prêt à être publié, plus Exact. spécifiquement sur le Qigong de Guolin. Oui, Euh, c'est vrai. alors, je me demandais d'ailleurs pourquoi maintenant, hein, et est-ce qu'il y a eu un événement ou est-ce que ça a été une maturation? Euh, Alors, un peu l'ensemble de tout. Il y a eu aussi un événement imprévu, c'est-à-dire que l'épidémie, la pandémie de coronavirus a démarré juste au moment où on était en train de mettre sous presse. Donc, ça a retardé. Donc, le livre va sortir vers la fin de l'été, je pense, mhm. euh, début septembre, au courant du mois de septembre. Et alors, pourquoi? Entre-temps, parce que je suis retourné en Chine, j'ai revu à nouveau les personnes pratiquer le Guolin Qigong. De toute façon, dans tous les parcs, on les voit marcher, chacun a sa façon de marcher. On voit bien qu'ils sont en train de faire le Guolin. Euh, donc, c'est très répandu. Même en France, maintenant, on voit des gens marcher comme nous marchons les uns les autres, qui avons appris le Guolin Qigong. Et puis, il y a eu aussi un concours de circonstances, c'est que j'ai fait la connaissance il y a 4-5 ans à peu près, juste après notre interview, d'un spécialiste, d'un Français, qui en a fait son dada, qui est spécialisé dans le Guolin Qigong, dont je ne connaissais pas l'existence avant. Et donc, je l'ai invité, on a fait connaissance, ça a bien accroché, ça a bien fonctionné. Et donc, depuis, c'est lui qui est désigné comme le spécialiste du Guolin Qigong dans mon institut européen de Qigong pour l'enseigner. Voilà. Et une fois qu'on a démarré ça, on était tout content, bien sûr, parce que c'était un grand pas de fait pour la Mhm. santé, pour notre santé et la santé de tout le monde. Mais il nous est venu à l'esprit d'écrire un livre. Je l'ai proposé, ça a été accepté. Il a dit que c'était excellent comme idée. Il l'avait déjà dans la tête, il avait même plus que dans la tête. Il avait déjà commencé à coucher beaucoup de notes. Et ensemble, nous avons accouché un petit peu de cet ouvrage, dans lequel aussi je note mes expériences personnelles en Chine. Mais ce monsieur s'appelle Christophe Cadenne. On est co-auteurs tous les deux du livre. D'accord. Et c'est un homme qui va depuis, c'est un acupuncteur traditionnel, qui va depuis 10 ans en Chine, entre 1 et 2 fois par an, pour se perfectionner sur la méthode de Guolin Qigong. Voilà l'origine, voilà pourquoi et comment le livre a vu son origine. D'accord. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous voyez même des gens qui de plus en plus pratiquaient cette marche. C'est vrai qu'à d'autres occasions, nous, on l'utilise beaucoup, hein, et on sait que des associations se sont créées et plus répandues. Par contre, euh, bon, c'est aussi un Qigong qui me passionne et j'ai beaucoup de mal à trouver des sources. Tant dire en français, j'en ai pas trouvé. Ou alors vraiment des 2-3 pages répandues dans des bouquins de plusieurs centaines de pages, donc extrêmement limité. Donc je suis très content qu'il y ait un ouvrage de référence qui se construise. Euh, Maintenant, ça m'intéresserait, parce que je ne l'ai pas vu en fait, ça m'intéresserait de savoir exactement un petit peu, avoir quelques détails sur son contenu. Alors son contenu, vous voulez que j'en parle? Oui, volontiers, oui. Oui. Son contenu, c'est d'abord tout un historique de la médecine chinoise en Chine depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, Oui. et comment les Chinois ont abordé le Qigong. Et ça, c'est un morceau de bravo qu'a fait Christophe Cadenne. Et ça, c'est un régal, c'est extraordinaire de voir que siècle après siècle, maîtres de Qigong et médecins traditionnels l'un après l'autre, depuis Hua Tuo jusqu'à Léon Kokuen, et notre contemporain,
c'est toutes les siècles entiers où les Chinois sont intéressés au cancer, en ont donné une définition. Et ensuite, et surtout, ce qui est intéressant, c'est les mécanismes énergétiques du cancer, Mhm. selon la médecine chinoise. Et ces mécanismes énergétiques du cancer, selon la médecine chinoise, sont ensuite confrontés, là c'est un travail qu'on a fait un peu à deux, sont ensuite confrontés avec les étiologies occidentales Mhm. du cancer, c'est-à-dire tous les facteurs de risque de la pollution de l'atmosphère, en passant par l'alimentation, les pesticides, etc., etc., le tabac, l'alcool, évidemment, comme grand pourvoyeur. Donc, c'est une Mhm. façon de reprendre un peu toute la phylogénèse du cancer et au fur et à mesure que chacun des, des assassins sont débusqués, nous en donnons les contre, les contre-preuves, c'est-à-dire comment gérer telle ou telle situation, notamment au niveau de l'alimentation, au niveau des pesticides, au niveau des allergies ou des intolérances à tel ou tel produit. Mais, alors, on est dans la table des matières là, mais donc, notre endroit du livre que nous avons aimé particulièrement développer, c'est celui de l'origine des psychiques du cancer, des émotions. Oui. Et là, c'est bien développé. Et ce qui permet aussi d'avoir une réflexion un peu plus large que la simple psychologie ou psychanalyse, mais en allant vers la psychologie comportementale et vers les traditions chinoises que sont les maladies karmiques, par exemple, qu'on évoque légèrement, mais qui, dans la civilisation chinoise, dans la culture chinoise, a sa place. Oui. Donc c'est un grand panorama d'abord et avant tout du cancer sous toutes ses coutures et surtout d'un point de vue toujours actualisé sur l'énergétique pour savoir quelles sont les solutions qui vont être données. Et la solution logique, la solution qui ressort comme logique et prioritaire, c'est Guilin Qigong. Mais alors on dit qu'il n'y a pas un cancer, mais des cancers. Est-ce que est-ce qu'on s'y retrouve entre le vocabulaire et même la classification à l'occidentale et puis cette histoire, la, la prise en compte du ou des cancers dans la médecine chinoise à travers le temps? Oui, oui, oui. C'est justement là, un joli pont. euh, c'est une démonstration. Hein. Mm. Alors, on ne peut pas. Disons qu'on connaît les différents cancers d'un point de vue médecine occidentale, on connaît les différentes façons de faire un cancer en médecine chinoise, mais il y a des points communs dans la médecine chinoise, la façon de fabriquer, de faire un cancer. Et c'est ces points communs-là qu'on va utiliser, quel que soit le cancer décrit en médecine occidentale, pour pouvoir proposer une solution. C'est-à-dire, en fait, pour dire les choses d'une façon différente, il y a une solution universelle ou une solution commune à toutes les formes de cancer. Mhm. Donc, ça simplifie beaucoup les choses. Alors, bien sûr que ça, je parle au niveau du Qigong ou même, non, au niveau du Qigong. Après, au niveau de la médecine chinoise en général, au niveau de la pharmacopée, comme au niveau de la diététique chinoise, là, on doit rentrer dans les grands syndromes spécifiques chinois et la classification particulière Mhm. qui va utiliser l'examen chinois qu'on connaît tous, hein, le pouls, la langue, les symptômes, etc. Mais ça n'est pas véritablement le propos du livre. On en parle, on en parle. Mais le propos du livre, c'est surtout de dégager les règles générales pour utiliser le Qigong en général D'accord. et le Golin en particulier. À la fin du livre, j'y mets mon grain de sel et j'indique que en Chine, il n'y a pas que le Golin Qigong qui est utilisé pour traiter le cancer. Donc, j'ai fait un petit passage obligé par certains exercices de base, comme la position d'en bas, c'est l'âme, etc. Et D'accord. le livre se termine aussi par un chapitre sur la méditation.
à la méditation taoïste. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de mindfulness, qui est l'inspiration bouddhiste, à partir de l'école psychocomportementale de la côte Est des États-Unis et des travaux de John Kabat-Zinn. Mais il y a tout l'univers de la médecine, de la méditation taoïste qui est peu connu du grand public aujourd'hui. Alors, toujours avec cette idée de passerelle entre la médecine occidentale et une médecine traditionnelle orientale, et puis peut-être même dans un esprit, une vision clinique de l'application de Guyoline. Aujourd'hui, comment ça se passe pour concilier des traitements qui nous sont conventionnels, comme la radiothérapie, la chimiothérapie, et puis une pratique du Qigong de Guyoline? Est-ce que ça se fait d'abord en Chine et puis bien sûr. que c'est reproductible en France et en Europe? Alors, oui, alors là, il y a beaucoup de choses à dire et que nous disons dans le livre. D'abord, ça se fait en Chine. Oui. Et ensuite, ça s'est fait ailleurs que la Chine. Et ça commence à porter un nom qui s'appelle médecine intégrée. D'accord. Et les spécialistes de la question, ce sont les Américains, les Canadiens, les Australiens, la Nouvelle-Zélande et un peu l'Europe. Ça commence. C'est un courant international qui porte l'appellation médecine intégrée. Oui. D'accord. Ou oncologie intégrée ou oncologie intégrative. On a un petit peu ces trois expressions. Intéressant. Et il y a des témoignages de grands patrons des hôpitaux de Harvard ou de Stanford dans le livre qui disent tout le bien qu'ils pensent d'associer le Qigong avec les traitements classiques. Il y a aussi une bibliographie de toutes les expérimentations scientifiques qui ont été faites sur le Qigong dans le domaine du cancer, qui, je pense, est exhaustive. Elle est exhaustive. Ou sur les personnes qui ont, en traitement de cancer, utilisé des méthodes alternatives. Dans la plupart du temps, le Qigong. On n'a pas véritablement fait le détail, l'analyse, même pas du tout, de ce qui est acupuncture, pharmacopée dans le domaine du cancer. On s'est surtout focalisé sur le Qigong puisque c'était le sujet du livre. Voilà. Et donc son application en France, alors la réponse elle peut être extrêmement longue parce que c'est un monde, mais je vais être plus concret. Un patient, puisqu'il faut l'appeler comme tel, à partir du moment où il suit un traitement pour sa maladie, lorsqu'il va découvrir cet ouvrage, est-ce qu'il peut par lui-même aborder certaines pratiques? Est-ce que ça nécessitera un accompagnement? Est-ce que ça nécessiterait même éventuellement un diagnostic d'un chinois? Un diagnostic chinois? Oui. Non, pas véritablement nécessairement, ça peut être utile, mais il y a plusieurs questions dans la question là. Donc, je vais dire qu'un patient, on va reprendre depuis le début, parce que c'est ce qui concerne les personnes très particulièrement. Un patient qui est atteint de cancer, qu'est-ce qu'il va faire? À quelle porte il va frapper pour pouvoir rencontrer un thérapeute ou un praticien de Qigong qui va lui dire assurément, vous pouvez faire tel et tel exercice et je vous l'enseigne. Alors, le livre est accompagné d'un DVD complet, mais ça ne veut pas dire qu'une personne qui se trouve dans le désarroi de son diagnostic, etc., va pouvoir se débrouiller tout seul avec le livre et le DVD. Le DVD va être simplement un rappel des exercices, d'autant plus que selon le cancer, les exercices de Qigong de Guolin vont être différents. Oui. Voilà. Et que ça, c'est bien de connaître un praticien qui va vous dire faites plutôt tel ou tel exercice. D'accord. Bon. Voilà. Mais à quelle porte frapper? Alors, déjà, il y a un endroit qui est à Paris, que tous les gens qui sont dans ce milieu-là connaissent, c'est la Salpêtrière, dans le service du professeur Bomelou avec Liu Pingkai.
qui est un médecin chinois, et lui-même donne une formation, d'après ce que j'ai compris, privée, extérieure, une formation extérieure, une formation intérieure à l'hôpital. Et ensuite, nous, en tant qu'Institut européen de Qigong, nous existons depuis, pour l'enseignement du Qigong des Guolin, nous existons depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. Et on a intensifié davantage l'enseignement depuis que nous collaborons ensemble avec Christophe Caden. Donc, une formation sur 2 ans, c'est-à-dire 5 jours par an, pour pouvoir intégrer le contenu, à laquelle peuvent se joindre les patients eux-mêmes. Ça arrive, et c'est très sympathique. Il y a des patients qui nous rejoignent dans la formation professionnelle. Mais ensuite, ces personnes qui sont formées, elles vont être ensuite évaluées, certifiées, et un réseau qui s'appelle Réseau Guolin France a été constitué. Donc, si bien qu'en écrivant, en s'adressant à Christophe Caden ou à nous-mêmes, nous pouvons pister les patients vers les thérapeutes les plus proches, qui sont les experts de Qigong les plus proches. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ça reste quand même embryonnaire. Parce que je crois qu'il faudrait que ça soit multiplié par 100 pour vraiment répondre. Je vais vous citer quelques expériences. Alors, pour parler un petit peu du docteur Liu Bingkai, il s'exprimera, j'espère, bientôt sur notre chaîne. Mais lui, il est un petit peu dans la tradition chinoise où il forme des patients et ça se passe de patient à patient. Mais il n'est pas trop dans la formation d'instructeur de Qigong, ce qui est une démarche. Et puis, Tout à fait. Et puis faut-il encore avoir les moyens de former un assez grand nombre des instructeurs. Donc et personnellement, je sais qu'il y a une véritable demande de la part des instructeurs de Qigong pour avoir une connaissance, voire une certification autour du Qigong de Guolin. Moi, on m'en demande très, très, très régulièrement. On n'est pas là pour ça, mais on sera très content d'aiguiller vers les bonnes portes, quoi. Tout à fait, oui. Oui, c'est quand même, on arrive à former une trentaine de praticiens de Qigong par an. Enfin, il en sort à peu près entre 20 et 30 par an, après avoir fait 2 ans d'études. Donc, il faut du temps pour avoir, sur une dizaine d'années, ça fait 300 personnes. Donc, ça commence déjà à bien quadriller. Alors, au cours de cette petite aventure, parce que si vous avez rencontré Christophe Caden il y a quelques années, j'imagine que vous avez eu plusieurs expériences autour du Qigong de Guolin, éventuellement en Chine. Est-ce qu'il y a des moments forts qui vous ont frappé sur des applications, peut-être des rencontres avec des patients? Oui, alors cette question-là, à mon avis, c'est à Christophe qu'il faut la poser. D'accord. Parce qu'il a beaucoup plus d'expérience sur le terrain. D'accord, ça sera là. J'ai eu cette expérience-là, des choses qui m'ont frappé. C'est même sur YouTube, à Yves Requena, on trouve ma rencontre avec un des disciples de Guolin qui s'appelle Zhang Mingwu, qui s'appelle Zhang Mingwu. Et on voit plusieurs personnes atteintes de cancer améliorées ou guéries. Le chauffeur même qui m'avait amené de Pékin à l'hôpital, etc., etc. Et on est vraiment décoiffé par les témoignages et par les résultats, ça c'est sûr. Alors j'ai une petite question aussi quand même pratique sur la mise en pratique. Pour m'être documenté quand même sur Guolin, je sais que les marches, si je reste sur les marches, parce qu'on est bien d'accord que c'est qu'une partie du Qigong de Guolin, mais les marches se réalisaient avec un esprit de communauté, même en assez grand nombre, et assez régulièrement, mais comme s'il y avait une cohésion entre les patients, et il devait y avoir certainement un caractère psychologique qui était associé sur le fait qu'il y ait un peu une entraide entre les patients. C'est qu'on le mentionne dans le livre à travers l'expérience justement de Christophe qui s'y rend entre 1 et 2 fois par an, et qui apprend, qui se perfectionne sur ces marches avec les patients. D'accord. Et les enseignants sont les anciens patients qui sont sauvés
du, du cancer qu'on appelle les survivants et qui sont devenus ensuite la garde rapprochée de Gauline, donc elle était en vie, puis du mari de Gauline jusqu'à son décès en 2019 Mhm. et ainsi de suite. Tout ce groupe continue à exister et à faire cette émulation. Ça se passe toujours à l'extérieur, dans les parcs, par quelque temps que ce soit. Il y a, et je pense que c'est une dimension qu'il faut recréer, qu'il faudrait savoir recréer ici aussi en France. Et on a suffisamment de grands parcs dans chaque ville pour pouvoir créer un réseau Wallin avec des permanents et la possibilité, pas loin des centres de cancérologie, mais peu importe, les gens n'habitent pas, les patients, les malades n'habitent pas l'hôpital. Ils y séjournent très peu de temps et quand ils y séjournent, ce n'est pas pour faire du qigong parce qu'ils ne sont pas en état. Ils subissent des opérations ou les premières séances de chimiothérapie. Et après il y a la possibilité de leur donner cet espoir-là de s'intégrer à des groupes de dynamique, de récupération, de rémission et de guérison, ou du moins de tentative d'éloigner le plus loin possible, ou même à jamais, la rechute. Oui. Alors, nous, dans l'association Pas pour la santé, on prône énormément la notion de passerelle entre le monde hospitalier et puis, on pourrait dire, le monde civil, entre guillemets. C'est un petit peu ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a énormément de parcs en France. Maintenant, on pense, nous, que il faut qu'il y ait, sans aller jusqu'à un contrôle, tout au moins un genre de parrainage ou au moins une validation au minimum de, de ce qui se passe entre la sortie d'hospitalisation et puis, les pratiques. Alors, sachant que la pratique, elle va commencer pendant l'hospitalisation, parce qu'il y a l'hospitalisation, puis après, il y a les rendez-vous qui sont Oui, minimum tous les 3 mois, voire beaucoup plus dans un premier temps. Et pour avoir quand même pour rencontrer beaucoup de patients, euh, je sais l'importance que le patient a à trouver une confiance commune entre la démarche de son oncologue, la démarche qu'il va entamer et puis ce qu'il pourrait faire à l'extérieur, parce que c'est extrêmement dérangeant d'avoir des discours dissonants. Et là encore, je pense qu'un ouvrage signé par le docteur Requena et un praticien comme Christophe Cadenne, c'est une très bonne chose parce que, et je pense que si ça peut être véhiculé aussi dans le monde hospitalier, enfin qu'il peut y avoir, nous on va y travailler, ça permet de donner une bonne visibilité pour les patients qui ont besoin de cette confiance. mais, mais il faut, c'est notre conviction totale, il faut que le monde hospitalier s'y intéresse et s'investisse et marche avec, marche avec cette démarche. C'est-à-dire que voilà. Euh, et en même temps, créer vraiment les ponts. Ce n'est pas parce que la personne est sortie de l'hôpital. De toute façon, elle est sortie de l'hôpital, mais elle n'est pas sortie des soins parce qu'il y a une surveillance quand même régulière avec des examens réguliers chaque 3 mois, chaque 6 mois et chaque année, etc. On ne lâche pas les personnes atteintes de cancer dans la nature comme ça définitivement. Donc nécessairement, le patient va revoir son équipe médicale. Mmh, bien sûr. C'est au praticien de Qigong de dire à son patient, il faut dire à votre médecin ce que nous faisons, il faut éventuellement créer nous-mêmes, en tant que praticien de Qigong, le lien, la relation avec l'équipe de cancérologue, pardon. Reste à savoir ensuite quelle est l'ouverture de Bien sûr. ces. Hein, Mais bon, si, qui a tendance à aller dans le bon sens, de plus en plus. oui, et heureusement, oui, tout à fait. J'ai bien vu, parce que en fait, mes expériences, ma connaissance du Golin Qigong, ça remonte à il y a 30 ans, Mhm. 31 ans, en 89. Donc, oui, en 30 ans, la mentalité hospitalière et la mentalité des médecins a beaucoup, beaucoup évolué.
bien sûr, et dans le bon sens. bien sûr. Mais quand le livre va sortir et que les médecins hospitaliers, les cancérologues s'intéresseront au livre et verront tout le travail réalisé par les équipes anglo-saxonnes aux États-Unis, même en Angleterre aussi, hein, aux États-Unis, comme je vous ai dit, au Canada, etc., euh, ça fait quand même un peu dresser l'oreille. Bien sûr, et puis il y a une dimension dont on parle peu, mais qui me paraît pourtant complètement essentielle, c'est la dimension économique. C'est que dans un monde de santé en effondrement économique et puis une augmentation du nombre de patients, une démarche, parce qu'en fait, quelque part, une démarche collective et puis surtout marché, Oui, entre guillemets, ça coûte pratiquement rien, même si moi je pense que c'est important de, de rémunérer les praticiens, bien entendu. Ça, mais l'économie n'a strictement rien à voir avec le coût de la logistique des radiothérapies et chimiothérapies. tout à fait. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi qu'après la maladie, il y a beaucoup de patients, de personnes donc, qui sont dans l'incapacité de travailler. Oui, Ou même si elles reprennent un travail, ce n'est plus dans les mêmes conditions. Et il y a donc une qualité de la vie qui est hypothéquée après un cancer, dans oui, beaucoup de, dans beaucoup de cas. Et comme ces cas s'accumulent d'année en année, et dans le livre, je ne me rappelle plus maintenant, je ne peux pas vous le dire, mais dans le livre, il y a le chiffre qu'annonce un expert américain sur le nombre de personnes qui sont en rémission, mais en panne de qualité de la vie et en panne de possibilités parce que ils vont pas bien. mhm, Ils vont pas bien ou ils sont dépressifs. Le Qigong, d'ailleurs, Liu Pingkai l'a très bien dit dans une conférence qu'il a faite à Nice il y a 2 ans à peu près. Le Qigong, c'est certain, a fait ses preuves d'améliorer la qualité de vie en dehors du fait que c'est un allié, un atout, un outil pour la rémission, aux côtés de la médecine classique, de la chimiothérapie et de la radiothérapie, etc., thérapie, euh, oui. l'immunothérapie, tout cela, le Qigong, de toutes les façons, quelles que soient les catégories de patients dans lesquelles on se trouve, de patients qui démarrent un cancer, qui démarrent un traitement, puis qui en sortent, du traitement, puis qui se retrouvent dans la vie active ou dans la vie tout court, à tous les stades, le Qigong nous donne un coup de main. Ouais. Et, ouais, On peut même peut-être imaginer que ça peut concerner les aidants, oui, hein, tout à fait. parfois peuvent se sentir démunis et qui a et détachés enfin, de ce que peut vivre la maladie. Et pourtant, ça a un impact dans toute la sphère familiale et voire amicale. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le livre aborde un petit peu cet aspect affectif, relationnel, et puis le rôle des aidants, le rôle des proches. Bon, bah, il nous reste plus qu'à attendre septembre alors. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je vous remercie. Bah, C'était un plaisir. si on a l'occasion de rencontrer Christophe Cadenne, on lui demandera justement les retours d'expérience qu'il a pu avoir dans toute sa reconnaissance du Qigong de Guilloline. Mais en attendant, là, on est mis déjà en haleine, quoi.